Selon Carlo Victor Pena, ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO, les bibliothèques visent le développement économique et social de toute nation. Si les bibliothèques nationales et universitaires sont le baromètre de l'éducation d'un pays, les bibliothèques de lecture publique et de prêt sont celui de sa culture générale. Quels sont les enjeux des bibliothèques dans l'éducation en Afrique? C'est le sujet de cette émission. Bienvenue à tous. Et surtout bienvenue à Madame Emma Afatiao. Elle est sous-directrice du cours secondaire méthodiste et elle est enseignante d'histoire-géographie. Bienvenue, madame. Merci. Avec vous, dans nos studios, madame Flore Dago, elle est conservateur de bibliothèque. Bienvenue, madame. Merci. Alors, la première question, un conservateur de bibliothèque, quel est son rôle? Le conservateur de bibliothèque, c'est à l'origine un bibliothécaire. Donc, il travaille dans une bibliothèque. Et le titre de conservateur lui donne le droit, je dirais, d'être à la tête donc, de l'administration qui veille sur le bon fonctionnement d'une bibliothèque. Un peu comme le gestionnaire. Le gestionnaire, merci. Et il a sous sa responsabilité des personnes qui travaillent dans la bibliothèque. C'est ça. D'accord, très bien. Donc, il lui revient le droit de concevoir, de définir, de concevoir la politique documentaire et de gérer donc le personnel, toutes les ressources humaines pour le fonctionnement d'une bibliothèque. D'accord, très bien. En tant qu'enseignante d'histoire-géographie, quelle est la place du livre pour un enseignant? C'est une place centrale, une place prépondérante, c'est-à-dire que le livre, c'est le premier outil de l'enseignant, la première référence, surtout en histoire. Sans référence, c'est une légende qu'on raconte. On n'a pas de réalité sur laquelle nous nous appuyons quand on sait que l'histoire est basée sur des faits réels, des faits que nous n'avons pas vécus, mais qui sont repris par ceux qui nous ont devancés et donc qui sont laissés par des traces écrites, d'où le livre et d'où l'importance du livre dans la formation de l'enseignant d'histoire. D'accord. Les enseignants, de façon générale, sont des dispensateurs de savoir, mais est-ce que, de façon générale, tous les enseignants sont des amoureux du livre? Je ne veux pas répondre, mais je vais dire que les enseignants devraient être amoureux du livre. Ils devraient normalement, l'enseignant, quelle que soit la discipline, même les sciences, maths et physique, chimie, sciences naturelles, l'enseignant doit aimer le livre puisque c'est la base de recherche. Comme madame a dit tout à l'heure, quelle que soit la discipline, nous sommes portés vers la recherche pour donner le savoir. Nous imaginons que les conservateurs de bibliothèque, eux, certainement, ont lu pratiquement tous les livres de la bibliothèque. Bon, je vais vous surprendre, mais ce n'est pas évident. Parce que je me suis rendu compte que, bien que moi-même j'aime lire, et l'amour de la lecture ne m'est pas venu parce que je suis devenue bibliothécaire, mais l'amour de la lecture m'a été communiqué parce que j'ai eu la chance, dans mon cursus scolaire, de fréquenter un établissement où il y avait une grande bibliothèque et où, à l'époque, nous avions obligatoirement 2 heures de bibliothèque. Et c'était obligatoire, les éducateurs nous emmenaient obligatoirement dans les bibliothèques. Et à force de nous laisser libres pendant 2 heures dans ces bibliothèques, on a fini par découvrir les merveilles qui étaient dans le livre. Et après, même quand j'ai changé d'établissement où il n'y avait pas de bibliothèque, je continuais à lire. L'habitude vous est restée. Merci. Voilà. Ce qui n'est malheureusement pas la chance de tout apprenant, malheureusement. Et par la force des choses, je me suis retrouvée à travailler dans une bibliothèque. Et je me suis rendu compte qu'il est très difficile de travailler dans les livres et d'être en même temps, je dirais, un boulimique du livre, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. Parce qu'imaginez, le bibliothécaire, dans les opérations qu'il a à effectuer sur le document, si vous avez, je ne sais pas moi, 5 000 ouvrages, je dis n'importe quoi, ou 10 000 ouvrages, vous avez obligation de les traiter tous individuellement. Et il y a plusieurs opérations que vous faites sur le document. Et quand vous finissez, je ne sais pas quel est le temps que vous avez vraiment pour le lire. Voilà, malheureusement, on n'a vraiment pas assez de temps. Et là, nous sommes en train de parler de bibliothèque et de son importance dans l'éducation en Afrique. Qu'est-ce qu'on appelle une bibliothèque? Une bibliothèque, comme ça, simplement, on pourrait dire que c'est une institution, un organisme qui est chargé de collecter, oui. voilà, de collecter des documents et de les organiser
de façon consciente, en s'appuyant sur la pratique bibliothéconomique, donc de les organiser de façon consciente et intelligente et de les mettre à la disposition des usagers pour des fins d'instruction, d'éducation, de loisirs, etc., etc. C'est ça une bibliothèque. Bien que aujourd'hui, avec de nouveaux paradigmes qui se développent, on conçoit la bibliothèque, des bibliothèques qui pourraient être appelées les bibliothèques hors les murs, c'est-à-dire qu'on conçoit une bibliothèque comme un ensemble de collections, donc un ensemble d'ouvrages qu'on aurait collectés et qu'on pourrait mettre à la disposition des usagers. Donc ce n'est pas forcément une bibliothèque entre les murs qui fait une bibliothèque. Donc on peut avoir des bibliothèques dans les bus, donc on a les bibliobus. On peut avoir des bibliothèques dans... Mais les bibliothèques virtuelles. Aujourd'hui, il y a les bibliothèques virtuelles qui sont sur Internet, auxquelles on peut avoir accès. Oh, bon, oui, ça c'est aussi une bibliothèque, c'est vrai, c'est notre conception, mais je veux dire que les bibliothèques ne sont plus forcément... c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas obligé d'être cantonné dans un bâtiment pour que ce soit une bibliothèque. Donc, pour pouvoir avoir une bibliothèque dans un meuble, par exemple, je peux citer un exemple que je connais bien, puisque nous avons, au niveau de la bibliothèque où je travaille, initié ce projet. Il y a des bibliothèques, des mini-bibliothèques qui sont installées dans les salons de coiffure, avec un petit fond de 50 documents. Okay. Et les usagers, c'est les femmes qui viennent se coiffer, et leurs enfants. Donc, au lieu que les femmes viennent à la bibliothèque, la bibliothèque s'est déplacée dans les salons de coiffure. C'est aussi des bibliothèques. Il y a des exemples où il y a des bibliothèques dans des abribus. Voilà. Et qui sont ceux qui mettent ces documents à la disposition? C'est n'importe qui. C'est-à-dire que des usagers des trains, des usagers des grandes voies qui viennent, qui font des dons et qui mettent des documents à portée de tout le monde. Et quand ils finissent de lire, ils sont remplacés par d'autres personnes. Donc, des gens viennent qui font des dons des documents, ils finissent de lire et ils remplacent. Donc, tout ça, c'est aussi des bibliothèques. D'accord, très bien. Madame Emma Fathiaou, nous le disions, vous êtes enseignante et vous êtes passée certainement dans plusieurs établissements. Quel est le constat que vous faites? Est-ce qu'il y a des bibliothèques dans chaque établissement? Oh, c'est bien dommage, mais rares sont les établissements où on trouve des bibliothèques fonctionnelles. C'est-à-dire, quand bien même il y a une bibliothèque en termes de bâtiment, souvent ce sont les documents qui manquent. C'est un responsable de la bibliothèque qui n'a pas. Il n'y a pas de bibliothécaire, donc les enseignants s'organisent comme ils peuvent pour la gestion de l'espace et ce n'est pas toujours aisé. Donc sur autour de 8 écoles que j'ai pratiquées, on a autour de 4 écoles où les bibliothèques sont effectivement fonctionnelles. Donc voici un peu ce qu'on peut dire. Et c'est un peu dommage parce que les enfants doivent être constamment avec le livre pour pouvoir avoir la connaissance. Et souvent qu'ils préparent leurs exposés, souvent qu'ils préparent un petit speech en classe, la première base c'est le livre. Et il n'y a pas de bibliothèque. Donc, il court après l'enseignant, mais l'enseignant aussi est limité. Puis celui aussi il court vers la bibliothèque. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire. On se rend compte que le taux d'analphabétisme en Afrique est très élevé. On va à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Mais comment se fait-il que les apprenants eux-mêmes ne se tournent pas toujours vers la bibliothèque? On va venir au niveau de la culture. L'enfant ne se tourne pas vers la bibliothèque parce que il est limité. Il se dit que l'école, c'est juste pour apprendre, mais il n'est pas limité dans le temps par cette école-là, parce qu'après l'école, il a la maison. Tant que l'enfant n'est pas habitué depuis la maison au livre, il va se limiter simplement à l'apprentissage. Le livre, c'est toute une vie, et apprendre l'enfant à lire, c'est lui inculquer une autre culture. Quand on sait qu'en Afrique, notre première culture, c'est l'oralité. À la maison, par exemple, rarement on va trouver la main en train de dire va prendre tel document ou bien va prendre le dictionnaire, va te référer à telle chose, tu me poses une question, va dans tel ouvrage, va dans tel autre ouvrage. C'est vite que la réponse arrive, c'est vite aussi qu'on te dit je ne sais pas. Et l'enfant est livré à lui-même. Mais à partir du moment où on va lui dire
même quand la chambre est dérangée et qu'il a tous ses documents, il aura ce réflexe-là de se lever un pour regarder, ne serait-ce que l'image. Donc, voici un peu ce qu'on doit avoir comme nouvelle habitude. Apprendre l'enfant à aimer non seulement le livre, mais le contenu du livre. Là, on donne seulement le contenu sans le livre. Et voici un peu le blocage. On a coutume de dire que si on veut cacher un trésor à un Africain, il faut le mettre dans le livre. Et beaucoup de personnes le disent, les Africains n'aiment pas lire. Peut-être que vous n'êtes pas de cet avis, mais qu'est-ce que vous pensez? Franchement, effectivement, cette question est importante parce que depuis qu'on le dit, moi j'ai pris la peine de réfléchir et je me suis rendu compte que c'est parce que il y a eu beaucoup de par le passé, par le fait que nous avons, madame l'a dit tout à l'heure, une culture d'oralité et tout ça. Nous n'avons pas donné la chance à tous les Africains que nous sommes de pouvoir aimer la lecture. Parce que d'abord à la maison, nous n'avons pas pris l'habitude de recevoir des documents de nos parents, des livres. Nous n'avons pas pris l'habitude d'aller en librairie pour acheter des livres avec les parents, des livres de loisirs, de plaisir, pas plaisir. Nous n'avons pas aussi eu la chance de travailler dans un établissement scolaire, de fréquenter un établissement scolaire où il y a une bibliothèque. Et même, comme je le disais tout à l'heure en antenne, je disais que moi j'ai eu la chance de travailler de fréquenter un établissement où la bibliothèque était obligatoire. Et de fait que, étant jeune, on m'a obligé à fréquenter un lieu, j'ai fini par aimer, par découvrir les livres et par aimer. Et les enfants africains n'ont pas eu cette chance d'être obligés dès leur jeune âge à fréquenter des bibliothèques, à fréquenter des lieux et découvrir afin de pouvoir faire leur choix s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Donc, quand on dit aujourd'hui que les Africains n'aiment pas lire, personnellement, ça me gêne un peu parce qu'on n'a pas donné la chance à toutes ces personnes-là de faire un choix s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Mais par contre, on peut dire que les Africains ne lisent pas. Ça, je suis d'accord avec cela. Et pourquoi ils ne lisent pas? Il y a un passé lourd. Hein? On l'a déjà dit tantôt, il y a l'oralité. Il y a le fait aussi que, on va dire, l'industrie du livre même n'a pas suivi. Les sujets n'intéressent pas trop. Et les sujets aussi contenus dans les livres n'intéressent pas beaucoup les Africains parce que on se réfère aux livres quand on est à l'école pour apprendre, pour faire des exercices, mais on ne se réfère pas aux livres quand on est confronté à des problèmes, à des réels problèmes qu'on vit, à des vécus quotidiens. On ne se réfère pas aux livres, ou bien parce qu'on n'a pas de livre qui peut, par exemple, nous orienter comment se comporter en famille, avec notre époux, notre épouse, ou bien dans une communauté donnée. On n'a pas vraiment ces références-là dans les livres. Donc les sujets qui sont présentés dans les livres, je dirais, ne concordent pas trop. Souvent sont très loin de nos réalités. Sont très loin de nos réalités. Et il y a aussi le fait que, de façon, je dirais, nationale, il n'y a pas de bibliothèque. Parce que lorsque un individu aime la lecture et que autour de lui, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de documents à la maison, dans son quartier le plus proche, il n'y a pas de bibliothèque. Dans sa commune, il n'y a pas de bibliothèque. Même dans sa région, même, il n'y a pas de bibliothèque. Tout est fait pour l'éloigner. Tout est fait pour l'éloigner. Et sachant que les documents, les livres, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des maisons d'édition qui ont fait vraiment un effort pour que les livres soient accessibles, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'acheter les livres qu'il veut lire. Donc, voilà. Donc, il y a tous ces éléments mis ensemble qui font qu'aujourd'hui, l'Africain est dans un statut où il ne peut pas lire. Et pourtant. Où il ne lit pas. Alors, et pourtant, il devrait, en tant qu'historien... Et pourtant, il devrait lire. En fait, si je dois aborder le même thème, pourquoi les Africains n'aiment pas lire, on ne va pas trop accepter déjà cette idée-là, mais revenir sur le passé. Il y a l'historien Joseph Kizerbo qui disait que les Occidentaux ont trouvé que l'Afrique avait des siècles obscurs, donc
il n'avait pas d'histoire, pas de passé. Parce que sûrement, il n'y avait pas d'écrit qui retrace le passé de l'Afrique. Pour dire simplement que tout notre passé est basé sur l'oralité. Et je dirais que notre culture africaine, nous n'avons pas reçu les écrits, le livre comme héritage, mais plutôt la parole comme héritage. Cette parole-là, qui a été distribuée lors des soirs, par exemple, ou des contes, où ce sont des séances d'initiation, ou encore autour de l'arbre à palabre pour échanger et encore résoudre tout ce qu'il y a comme problème. C'est pratiquement l'oralité que nous avons comme base. Et donc, ce serait plus intéressant de transformer ou encore de changer ces données-là. Parce qu'en réalité, les hommes ne sont pas éternels. L'homme est limité dans le temps. Et c'est en cela que Amadou Pateba va dire qu'un homme qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Parce qu'on s'en va avec toute la connaissance. Et ce serait vraiment une révolution pour les Africains de comprendre qu'au-delà de l'oralité, nous devons chercher à écrire nous-mêmes notre histoire, comme il a fait Joseph Kizerbo à travers l'histoire de l'Afrique noire, où il va retracer l'épopée mondaine, il va retracer la vie des grands empires en Afrique. Et c'est sur cette base-là que les Africains vont justifier leur passé. Pas sur les discussions vaines, mais sur des traces écrites. Pour dire que, d'abord, ce n'est pas un héritage de l'Afrique, mais il faut changer ces paradigmes-là. Chacun doit apprendre à laisser une trace écrite. On a fini de chanter, pensons à écrire un livre pour transmettre nos dires, notre chanson à notre jeune génération. On a fini de raconter le conte, cherchons à retranscrire ce conte par écrit. C'est en cela que l'histoire ou encore les Africains vont chercher à aimer. Puisque ce qui sera raconté les intéresse personnellement, je pense qu'ils vont se retrouver pour dire que c'est vrai qu'on constate que l'Afrique ou encore l'Africain n'aime pas lire, mais en réalité, il n'est pas trop intéressé, on pourrait le dire ainsi. D'accord. Parlons maintenant des missions d'une bibliothèque dans un pays pour l'éducation. Bon, d'abord, comme je le disais, la bibliothèque collecte des documents et les met à la disposition des usagers. Donc, sa mission, c'est d'accompagner, d'être ce lieu-là, ce réceptacle-là, où tout le monde peut y avoir accès à l'information, aux documents pour s'instruire, pour s'éduquer, pour s'évader. Donc, c'est une mission d'instruction et une mission, je dirais, d'accompagnement à l'éducation. Peut-on avoir une éducation solide, une formation de qualité sans l'existence de bibliothèques? Il y a des personnes aujourd'hui qui ont un niveau très élevé, mais qui n'ont fréquenté aucune bibliothèque, et c'est de génération en génération finalement. Je ne suis pas trop sûre. C'est pas trop sûr, c'est pas possible. Franchement, pour être un peu, redescendre un peu, c'est pas trop sûr et ce n'est même pas possible d'évoluer sans lecture, d'évoluer sans lire, d'évoluer sans avoir côtoyé une bibliothèque. C'est pas évident. Peut-être qu'en Afrique, certains jeunes, certains étudiants font cet exploit-là, mais je suis sûre qu'ils ont pris des références quelque part sur le net pour voir certains auteurs, un peu le résumé de ce qu'il aurait écrit, mais tout ça, c'est de la lecture. D'accord, donc pour redonner de la place à la lecture dans l'éducation, vous avez un projet que vous êtes en train de suivre pour redonner du goût à la lecture. Oui. On en parle. Oui, en fait, pour redonner, comme madame avait dit tout à l'heure, c'est comme si on était en train d'obliger les élèves à aimer la lecture, une obligation de prévoir ça dans l'emploi du temps, 1 heure, 2 heures de lecture, c'est déjà quelque chose, sans oublier des programmes appropriés où l'enfant est obligé de rendre compte de ce qu'il aurait lu à travers des fiches de lecture, présentation d'auteurs et même inviter les auteurs à l'école pour que les enfants prennent connaissance avec les auteurs, quel a été son parcours et qu'est-ce qui l'a poussé à écrire. C'est en cela que j'ai rencontré une fois au plateau l'auteur Sylvain Keazo qui a écrit La Voix de ma rue. J'ai été profondément touchée par cet auteur-là qui a raconté lui-même sa vie. Et tous les enfants avaient eu l'envie de raconter aussi leur vie.
Il y a eu donc de l'impact. Voilà, de l'impact sur les jeunes générations. Et je pense qu'à travers ces deux procédés-là, on peut faire naître dans chaque élève l'amour de la lecture. D'accord, certainement que vous ferez des propositions, mais la question que je voudrais vous poser, le digital, le téléphone, Internet, tous les jeunes aujourd'hui sont portés vers ces choses. Est-ce que ça ne tue pas un peu les bibliothèques classiques aujourd'hui? Non. Non, parce que c'est vrai que nous avons des ressources numériques, des documents numériques qui sont disponibles, mais le livre demeure. Et l'usage qu'on peut faire du livre, ce n'est pas le même usage qu'on peut faire du numérique. Voilà. Vous imaginez, si vous avez un document, un manuel scolaire à consulter régulièrement de peut-être 500, 600 pages et que vous l'avez sur la forme numérique, ce n'est pas le même usage que vous pouvez faire lorsque vous avez le même document sur la forme papier. Donc c'est pour ça que les bibliothèques vont toujours exister. Et même en Europe où le digital est beaucoup plus avancé, aujourd'hui, ils continuent de constituer des bibliothèques, ils continuent d'écrire, ils écrivent beaucoup, ils continuent, enfin je veux dire, l'industrie du livre se porte très bien. Et aujourd'hui même, il y a un débat au niveau, en France je crois, sur les horaires d'ouverture de la bibliothèque. Ils sont à se demander s'il ne faut pas ouvrir même les bibliothèques les dimanches. Vous comprenez? Est-ce que ce débat se pose dans nos pays africains? Non. Nous n'y sommes pas encore. Non, voilà. Le comptant du bout des doigts, les personnes qui visitent. Voilà, parce que là-bas, ils ont un grand réseau quand même de bibliothèques. Ils ont des bibliothèques vraiment à tous les coins de rue, on dira. Mais chez nous, ici, nous avons à construire ce réseau-là déjà en Afrique. Et donc, le problème ne se pose pas encore. Je pense qu'en Afrique, nous sommes au niveau de la promotion même du livre, voilà. de l'amour de la lecture. Voilà, nous sommes donc, encore à ce stade. L'individu alpha ne comprend pas pourquoi il doit lire. Il faut faire beaucoup de promotion, beaucoup de tapage. Et j'avais une question quand madame était en train de parler de la bibliothèque dans les salons de coiffure. Quel est le réel objectif? Qu'est-ce qu'on veut apprendre quand on dépose une bibliothèque? Je ne sais pas si je peux... Oui, la question est posée. Oui, effectivement, on s'est rendu compte qu'avec c'est l'initiative du projet qui est ma responsable, s'est rendu compte que avec la dureté de la vie des femmes, la majorité passe beaucoup de temps dans les marchés, dans des endroits. Elles n'ont pratiquement pas le temps de venir à la bibliothèque, mais par contre, elles ont au moins 2 heures ou 1 heure où elles sont mobilisées dans des salons de coiffure. Donc, elle a réfléchi, elle a dit, bon, même si elles ne viennent pas à la bibliothèque ira vers elles. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle a initié ce projet. Et actuellement, il y a au moins une vingtaine de bibliothèques comme ça, installées dans les salons de coiffure dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Et ça a beaucoup d'engouement, en tout cas au niveau des femmes. Parce que quand elles viennent, au lieu de s'affairer comme ça, elles s'affairent dans le livre. D'ailleurs, même c'est le slogan, on s'affaire dans le livre. Donc pendant 2 heures ou 1 heure, pendant qu'elles sont assises immobilisées, elles prennent un livre, elles lisent. Et je vous dis qu'on est débordé par les demandes. D'accord. Au niveau de l'éducation, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, 2-3 minutes. Au niveau de l'éducation, qu'est-ce que nos États africains peuvent faire pour encourager à la lecture, quand on sait que le livre et la lecture contribuent au développement d'une nation? Les nations les plus puissantes, notamment les États-Unis, ont les bibliothèques les plus grandes, les plus visitées au monde. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme proposition pour que nos États puissent en faire leur priorité? Donc, les propositions, c'est d'abord, quand on bâtit les établissements, insister pour la présence des bâtiments constitués pour la bibliothèque d'abord, offrir des documents pour la bibliothèque et faire la promotion. Il ne s'agit pas d'avoir seulement une bibliothèque, mais il faut avoir aussi le gestionnaire de la bibliothèque. Encourager les jeunes à être bibliothécaires. Généralement, quand on dit qu'on est bibliothécaire, on dit « oh, ils n'ont rien ». Donc, les Africains sont plus portés vers des grands gains, des grandes fortunes ou encore des
des fonctions pompeuses, mais le bibliothécaire aussi a sa place dans la gestion de la bibliothèque et c'est en cela qu'on va aimer la bibliothèque. Donc, il faut insister d'abord pour la formation du bibliothécaire et pour la création de bibliothèques est obligatoire à l'école. Dans l'emploi du temps, insister pour avoir 1-2 heures pour la bibliothèque et puis chercher à rendre compte. C'est surtout ça qui manque. L'enfant est parti à la bibliothèque, qu'est-ce qu'il a lu? Où est le résumé? Quel auteur, avec quel auteur il a pris contact? Le troisième volet, inviter chaque fois des auteurs, créer des activités au sein de la bibliothèque pour la faire vivre. C'est en cela que nous allons avoir un peu d'amour, que les enfants vont comprendre l'importance de la bibliothèque. Et puis surtout, écrire sur notre histoire. Chercher à inculquer notre histoire par écrit aux enfants. Et ils seront plus intéressés. Merci bien, Mme Fatiao. En 30 secondes, on va conclure avec la même question. Oui, moi je voulais juste faire une proposition pour nos États. C'est de juste instituer une petite taxe, même 5 francs, sur les impôts pour financer les bibliothèques. Parce que le financement des bibliothèques en Afrique, c'est vraiment une gageure. Donc, il faut trouver, en tout cas, une taxe fiscale quelque part pour financer les bibliothèques dans nos pays. Et bien entendu, nous-mêmes parents, il faut que nous arrivons à lire. Parce que les enfants nous imitent. Si nous-mêmes nous lisons, c'est en cela que nous allons aussi donner le goût de la lecture à nos enfants à la maison. Et quand ils vont sortir, ils vont tout de suite s'orienter directement vers les bibliothèques s'il y en a ou demander aussi des bibliothèques s'il n'y en a pas. Merci Madame Flore Dago. Je rappelle que vous êtes conservateur de bibliothèque. C'est ça. Merci également à Madame Emma Fatiao, sous-directrice du cours secondaire méthodiste de Cocody. Vous êtes enseignante d'histoire-géographie. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Merci monsieur Ouma. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.